Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Aujourd'hui, il sera question d'un sujet qui a été traité en long, en large et en travers dans la presse, mais qui reste toujours complexe à comprendre, à saisir. J'ai nommé la dérive et le ruissellement. Ces fameuses mesures qui visent à réduire les risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires restent encore un point d'ombre pour certaines et certains. On a encore du mal à savoir par quel bout commencer. Alors si le sujet reste complexe pour vous, ne bougez pas, on va tenter d'éclaircir tout ça. Et pour en parler, je serai accompagné par Charline Gilabert, conseillère chez ProConseil. Charline, bonjour. Bonjour. Et également par André Zimmermann de la station de protection des plantes. Salut André. Salut Edouard. Alors pour commencer, Charline, j'ai envie de te poser une question large. On parle de dérive et de ruissellement, mais concrètement, ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre les deux? Alors, pour la dérive, on parle vraiment de lors de l'application, il y a un nuage de la bouillie en fait qui se déplace et puis qui peut atteindre tant les biotopes que les autres surfaces. Pour le ruissellement, ça peut arriver aussi par après. Et puis là, c'est vraiment les eaux qui s'écoulent et qui peuvent atterrir dans les autres surfaces. Totalement d'accord et je pense que c'est vraiment important de bien faire la différence entre ce qui se passe au moment du traitement et ce qui se passe après, en sachant que dès le début, depuis 2009, il y a déjà des éléments dans l'homologation des produits qui visaient à diminuer la dérive, et le ruissellement est venu par après depuis 2013, donc des exigences par produit. D'accord, donc c'est pas un sujet nouveau. Non, pas forcément. Ça devient plus d'actualité à l'heure actuelle puisque des mesures sont prises plus largement. Mais en parlant de cette historique, pour moi, c'est toujours très important de bien clarifier les exigences par produit, justement en date de 2009-2013. Donc en fait, on a des exigences spécifiques pour les produits en fonction du risque des matières actives, concernant les cours d'eau, concernant les biotopes, concernant les zones publiques également, tandis que à partir de 2022, plutôt mise en pratique en 2023, il y a des mesures plus globales qui ont été demandées, donc un point de dérive, donc de réduction de dérive, un point de réduction de ruissellement, mais ceci pas en fonction des produits, mais d'une manière générale. Donc en fait, bien faire la différence quand on parle de réduction de dérive ou de ruissellement en PER, c'est toujours un point, indépendamment des produits. Et quand il s'agit d'homologation, c'est 1, 2, 3 ou 4 points de ruissellement uniquement le long des cours d'eau et du 20, 50, 100 mètres le long des eaux de surface ou des biotopes. Donc bien séparer les deux choses. Donc il y a bien une exigence qui est liée, des exigences d'homologation des produits, et il y a bien des exigences PER. Oui. Et donc l'exigence d'homologation, comme tu dis, c'est vraiment des exigences liées aux produits en fait, c'est ça? Oui, absolument. Voilà. C'est souvent dans les discussions ce qu'on se rend compte que c'est ce qui est le moins compris. Le point PER, c'est pour tous les produits, pour toutes les applications. Donc ça, c'est pour tout. Pour tout. Tandis que l'homologation, en fait, c'est en fonction vraiment du risque intrinsèque au produit. Donc, les exigences PER, c'est le point de réduction de la dérive lors de chaque application. Oui. Ok. Et un point de réduction du ruissellement, mais ceci uniquement si la parcelle borde une route qui est drainée. Et en fait, la notion de drainée, c'est pas toujours très clair, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'une route est drainée si l'eau ne s'écoule pas dans la parcelle voisine. Ouais, alors ça, je pense que c'est peut-être prendre le temps de s'arrêter un petit peu là-dessus. Donc si je suis sur ma parcelle, la première question que je me pose, c'est de 1, il faut que je respecte les exigences PER, donc qui sont communs à tout. Oui, absolument. Donc pour ça, j'ai cette histoire de points. Oui. Donc, j'ai mon point qui est celui de la réduction de la dérive lors de chaque application. Donc celui-là, c'est celui de base. Et après, il y a l'autre question que je dois me poser, c'est ma parcelle se situe dans quel environnement, si je comprends bien? Oui, absolument. Non, mais au minimum, on doit freiner l'eau. Donc, en fait, on parle de on y viendra dans le cours de podcast, mais dans le sens, on va prendre des mesures spécifiques qui valent au minimum, on parle d'1 point, donc au minimum 75% de réduction du ruissellement. Donc c'est là où entre en jeu la question de la pente de la parcelle? Oui, oui. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors pour la pente de la parcelle en soi, il y a aussi, pour compléter aussi ce que tu as dit André, c'est qu'au final, c'est possible aussi que l'agriculteur ne constate pas
d'écoulement qui va en dehors de la parcelle. Donc là, à partir de ce moment-là, en fait, il y a une discussion qu'il peut avoir avec le contrôleur. Et si l'eau n'est pas constatée qui sort, eh bien là, il n'y a pas forcément une exigence qui doit être respectée. Alors, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que la pente ne veut pas forcément dire que de l'eau sort de la parcelle. Je me permets juste d'intervenir pour préciser. Ouais. Alors, on a souvent la question, quand le chemin, donc on a une parcelle en pente et le chemin est dans la même pente que la parcelle. Ouais. Hein, il est dans la même pente, il est juste à côté de la parcelle. Dans ce cas-là, si la pente est plus forte contre le bas, il n'y a pas forcément besoin de prendre des mesures par rapport à un chemin qui se situerait en bordure d'une parcelle. Il faudra prendre des mesures pour le chemin qui est peut-être en bas de la parcelle. Mais c'est ce que disait Charline, c'est que quand on fait une évaluation agronomique et qu'on se dit non, sur ce chemin-là, il n'y a pas d'eau qui sort de la parcelle, oui, on peut se passer de mesures. L'objectif reste quand même principal, c'est là où il y a de l'eau qui sortirait de la parcelle, de prendre des mesures. Et pas prendre des mesures pour des mesures. En gros, tu as ton chemin qui est parallèle à la pente de ta parcelle, c'est ça? Oui. Comme oui. deux skis, quoi. Deux skis, effectivement. Deux skis sont dans la pente. Bonne image. Il n'y a pas de l'eau qui peut partir d'un ski pour aller sur l'autre. Non. En gros. Sinon, l'eau, elle va couler dans le même sens. Par contre, si tu as un autre chemin qui est perpendiculaire à tes deux skis, là, il y a un point de vigilance. C'est là qu'il faut prendre des mesures. Et puis, il y a une autre question aussi que moi j'ai eue une fois, c'est si on est dans le cas d'une baignoire. Si on prend une baignoire, la pente elle a plus de 2% dans une baignoire, et pourtant l'eau reste au milieu de la baignoire. Là, ça intervient exactement dans le même cadre, en fait. C'est que l'eau ne peut pas sortir de la parcelle, donc pas de mesure. Donc, ne partons pas sur de l'administratif, mais restons sur de l'agronomie, ouais, avec une réflexion logique, comprendre le flux d'eau. Et si on se rend compte que l'eau sort de la parcelle, là, préférons les mesures qui sont au point le plus bas de la parcelle pour essayer d'éviter, ou des mesures à l'intérieur de la parcelle pour éviter que l'eau prenne la vitesse et donc sorte de la parcelle. Concrètement, au niveau mise en pratique, est-ce que on peut, parce que des fois 2% de pente, c'est pas facile à voir. Est-ce qu'on a des moyens de savoir et d'objectiver un peu ces 2% de pente? Oui, c'est possible. Du coup, directement sur le site de la SPP, il y a des cartes qui sont mises à disposition où c'est possible de voir justement les zones où il y a une pente inférieure à 2%, ainsi que de voir l'aléa de ruissellement, comme elle s'appelle sur le site. Et puis là, c'est possible de voir justement s'il y a de l'eau qui peut sortir de la parcelle. Très bien. Donc là, juste pour celles et ceux qui nous écoutent, on va mettre tous les liens qu'on abordera dans la description de l'épisode. Donc des liens vers les sites qu'on va aborder, qu'on va mentionner. Comme ça, n'hésitez pas à regarder la description. Si vous vous sentez un petit peu perdu, il y aura tout qui sera bien au bon endroit. C'est important d'utiliser ces cartes, ça permet de se donner une idée. Ces cartes permettent souvent aussi de faire un profil, donc d'un point A à un point B pour savoir par où passe la hauteur, en fin de compte, de ces profils, donc par où passe l'eau. Mais ça n'empêche pas qu'une évaluation sur le terrain est souvent nécessaire. Maintenant, j'ai envie de poser la question par rapport à la dérive. Donc la dérive, comme Charline l'a bien rappelé au début, c'est une question de déplacement du nuage. Si j'essaye de mettre une image là-dessus, du nuage du produit avec le vent, quoi. Quelle est la mesure la plus simple à mettre en place pour limiter les risques de dérive? Alors, la mesure qui serait la plus simple, qui permettrait déjà rien que de remplir les exigences PAIR, qui est de 1 point. Lors de chaque application, il faudrait bien être équipé de buses à injection d'air et non pas uniquement des buses anti-dérive comme on entend en fait partout. C'est bien avec des buses à injection d'air et puis qu'elles soient homologuées aussi ces buses à traiter à moins de 3 bars pour pouvoir créer le point dérive. D'accord. C'est juste la différence entre anti-dérive et injection d'air? Donc, où on essaie toujours d'insister, c'est vrai, c'est cette notion d'injection d'air. Une buse à injection d'air, un petit trou
sur le haut de la buse, et quand le flux de bouillie passe, en fait, il y a de l'air qui est aspiré, l'effet Venturi, et en fait, ça crée tout simplement des gouttelettes qui sont nettement plus grosses que pour les buses qui sont fermées. Donc, la liste des buses, elle est disponible sur la fiche Agridia, mais aussi sur la fiche que la SPP a à disposition. Donc, il y a une liste des buses injection d'air qui est connue et qu'on peut sans autre communiquer. D'accord, et je rappelle tout ça dans la description. Est-ce que parfois on doit prendre plus de mesures que juste mettre une buse à injection d'air à moins de 3 bars? Oui, c'est possible, mais uniquement si il y a à proximité de la parcelle un biotope ou une autre surface. Et que l'on prend des produits qui ont plus d'exigences. C'est clairement seulement dans le cas de l'homologation des produits qu'il y a cette exigence supplémentaire. Oui, exactement. Et puis là, en fonction des produits qui sont utilisés, eh bien, il faut augmenter en fait le nombre de points utilisés. Et puis là, plus simplement, c'est toujours de garder les buses à injection d'air, mais avec un maximum de pression à 2 bars. D'accord, donc on retourne sur l'histoire d'exigence d'homologation. Est-ce qu'on a une liste aussi des produits avec les exigences des points requis? Alors, toutes ces informations sont bien entendu disponibles sur l'index phytosanitaire, mais qui n'est pas toujours très facile d'utilisation. Donc, clairement, toutes les fiches techniques, que ce soit Agridia ou aussi les firmes, indiquent chaque fois ces listes, les listes et les exigences par produit. Vous avez aussi en ligne un fichier Excel qui vous permet de trier là-dessus. Et d'autre part, dans le bulletin Grande Culture Herbage, il y a toujours à la fin du bulletin, il y a toujours aussi la liste des produits avec les exigences qui dépassent un point respectif en paire. D'accord, donc encore une fois, regardez dans la description. Je vais arrêter de le dire parce que ça va peut-être un petit peu énerver. Donc là, on a vu la dérive, qui est toujours cette notion d'air, en fait, finalement, enfin de vent, de tout ça. Pour le ruissellement, qu'est-ce qui peut être mis en place, Charline? Alors, pour le ruissellement, donc je rebase la chose, c'est vraiment l'eau qui s'écoule de la parcelle et qui part dans les autres surfaces. Donc là, s'il n'y a pas de labour qui est mis en place, donc un semis simplifié, on obtient déjà 2 points. Donc cette mesure-là, en fait, comble largement tout ce qui est exigence paire. Donc il n'y a pas trop de choses en plus à considérer à ce moment-là. D'accord. Ensuite, dans le cas où il y a un labour justement qui est fait dans une parcelle quelconque, qu'elle ne soit pas à proximité d'une autre surface, une fois qu'il y a ce labour qui est mis en place, et là on peut se poser la question de ces bandes herbeuses qu'on entend aussi beaucoup. Et puis là il y a plusieurs propositions qui est faites aussi. C'est soit on enherbe les tournières, minimum 3 mètres de bande herbeuse, soit on met en bas de pente le long de la route justement 6 mètres de bande herbeuse, ou alors encore si c'est un inconvénient pour l'agriculteur de mettre en place cette mesure, il y a aussi la possibilité de mettre minimum 3 mètres de bande herbeuse dans la zone de ruissellement, et ça consiste à la mettre à l'intérieur de la parcelle. Si je reviens avec mon histoire de ski, on est d'accord que la bande herbeuse, il ne faut pas la mettre sur le ski parallèle. Il faut vraiment le mettre en bas, perpendiculaire au ski. Perpendiculairement, oui, exactement. Si je t'entends, moi j'ai l'impression qu'en fait là il y a vraiment des logiques purement agronomiques. En gros, si on prend la question de l'érosion du sol, c'est à peu près la même, quoi. C'est limiter le fait que de l'eau parte de la parcelle vers ailleurs, quoi. Oui. Donc ça semble assez logique. Je voulais juste encore par rapport, oui, je viens sur d'autres mesures. Par rapport aux bandes herbeuses, ça peut être quand même utile de savoir que ces bandes herbeuses, jusqu'à l'occurrence de 6 mètres de large maximum, peuvent compter comme culture, ne doivent pas être dessinées à part. Si on en fait autre chose qu'une bande herbeuse et qu'on en fait une surface de promotion de la biodiversité, il faut la dessiner. Mais si ça reste simplement une bande herbeuse dans la parcelle qui n'a pas d'autre utilité, elle fait partie intrinsèque de la parcelle. Oui, il n'y a pas besoin de dessiner, il n'y a pas besoin de faire une inscription spéciale, quoi. Non. Mais pour le producteur qui voudrait éviter de mettre des bandes herbeuses, il y a d'autres mesures nouvellement, entre autres le sous-semis
peut compter aussi comme réduction du ruissellement. Donc ça veut dire c'est que si on fait du colza avec une association de légumineuses, ça compte aussi comme une mesure de réduction du ruissellement, mais bien entendu que dès le moment où le sous-semis a bien levé, qui couvre le sol, bien entendu, pour toujours rester dans cette logique agronomique. Voilà. Donc ça veut dire pour des insecticides en fin d'automne ou bien des applications le printemps suivant, on pourrait peut-être, s'il y a de la végétation, compter. Il y a également une autre mesure qui était déjà ancienne, mais dans le sens des diguettes entre les buttes pour la pomme de terre. Donc ça c'est déjà acquis. Il y a des machines qui permettent de créer cet interbut qui freine l'eau. On reste toujours dans cette logique de freiner l'eau. Et puis nouvellement, il y a également la possibilité de faire du paillage. Donc 10 mètres de large dans la parcelle ou au bas de la parcelle. Je reviens là-dessus, au bas et pas au haut. L'objectif est de freiner le flux d'eau. Ces 10 mètres de large de paillage peut se faire aussi à l'intérieur de la parcelle, doivent servir à freiner l'eau. Donc ça, c'est une autre mesure qui permet effectivement de remplacer l'éventuelle bande herbeuse qu'on serait obligé de mettre en place, parce qu'on désire quand même labourer, dans le sens. Mais je répète tout à fait ce qu'a dit Charline. Dès le moment où on fait un semis sous litière au minimum, ou un semis direct, on a déjà 2 voire 3 points de réduction du ruissellement. Donc j'ai l'impression qu'on commence à... Enfin, techniquement, on a un peu abordé le sujet dans sa globalité. Si jamais c'est pas clair, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut faire au champ pour être sûr en fait de son coup? Oui, bien sûr. ProConseil, du coup, propose une prestation justement à ce niveau-là. C'est du conseil individuel, des conseillers se déplacent. On prépare aussi une carte avec globalement qui permettent en fait déjà de faire une première visualisation et puis des premières discussions. Et puis ensuite, on fait le tour au champ et puis là, on discute d'essayer de voir ensemble. Je ne cache pas qu'il y a encore des zones grises qui sont visibles, mais ça, c'est remonté aussi à la SPP, discuter et puis on essaye d'apporter maximum de réponses. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement. Oui. Et puis, il suffit de contacter ProConseil et puis après, le rendez-vous se déclenche par la suite. Oui, exactement. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet ou si vous pensez qu'on a fait un peu le tour. Pour moi, si l'auditrice a compris que, en fait, pour les PER, on n'existe qu'un seul point le long des routes et que c'est seulement le long des cours d'eau qu'il y a des exigences, ou le long des biotopes qu'il y a des exigences spécifiques aux produits, je suis déjà très content. On va dire que ce sera vraiment l'information essentielle à retenir. Je vais vous remercier tous les deux d'avoir été aussi clairs et concis. Donc merci beaucoup à vous deux. Et puis à vous qui nous écoutez, sachez que si vous avez encore des questions, vous aurez le plaisir de nous retrouver le 18 septembre à Moudon pour la journée technique co-organisée par ProConseil et la DGAV sur le site de Grange-Vernay. Donc je répète, le 18 septembre à Grange-Vernay, il y aura un stand sur la dérive et le ruissellement, et puis plein d'autres choses intéressantes évidemment, et puis on se fait un plaisir et on se réjouit de vous y rencontrer, nombreuses et nombreux. En attendant, je vais vous dire merci à vous d'avoir participé à ce podcast. C'était un plaisir d'enregistrer ça avec vous deux. Et puis à ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. C'est aussi ça la magie des podcasts. Salut!